L'intuition fascine, elle séduit, elle impressionne parfois, mais elle inquiète aussi et naturellement lorsqu'elle entre dans le champ de l'accompagnement. Car plusieurs questions deviennent brûlantes. Qui est véritablement aux commandes? Peut-on se dire intuitif sans cadre, sans discernement, sans éthique solide? À partir de quand l'intuition éclaire utilement un client et à partir de quand l'intuition déborde, basculant parfois dans la projection, voire dans une quête de pouvoir, consciente ou inconsciente? Car on doit se le dire, une intuition mal incarnée peut nourrir l'ego plutôt que l'autre, et mal utilisée, elle peut même abîmer l'autre ou la relation. Alors pour explorer ces lignes de crête, Inexploré praticien a choisi de croiser les regards de Florence Pousset, docteur en neurosciences, Anne Picard, chamane contemporaine, et Céline Camoun, voyante professionnelle. Toutes les trois sont engagées dans une pratique rigoureuse, structurée et profondément déontologique. Et la question que nous allons leur poser aujourd'hui est assez simple. Comment rester juste, aligné et profondément humain dans l'accompagnement avec nos intuitions? Mais avant de commencer, un mot sur Inexploré Praticien, c'est le nouvel espace que nous avons créé avec Inexploré pour rassembler celles et ceux qui accompagnent l'humain dans ses différentes dimensions, visibles et invisibles. Notre ambition se résume en 4 points. Fédérer un réseau solidaire de praticiens engagés dans une approche holistique, globale et éthique du mieux-être, construire un écosystème dédié à la formation continue et au partage d'expériences, relier les savoirs anciens aux connaissances émergentes, et puis évidemment explorer l'invisible et les états modifiés de conscience dans une recherche d'intégration et de bénéfices concrets au quotidien. Chaque semaine, on vous partage des podcasts, vous allez en écouter un extrait aujourd'hui. L'intégralité est réservée aux abonnés, donc si vous souhaitez nous rejoindre ou simplement en savoir plus sur ce projet, tout se passe sur Inexploré Praticien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. On est ensemble dans l'univers d'Inexploré Praticien, un formidable projet qui commence en même temps que cette année 2026 commence. Encore merci à tous les professionnels de l'accompagnement qui s'engagent à nos côtés. Vous êtes de plus en plus nombreux et on s'en réjouit. Vous savez qu'on a plus de 100 pratiques concernées par ce projet et c'est rare, mais je crois que les 100 pratiques vont être pleinement concernées par le podcast du jour. On va se questionner sur l'intuition et c'est vrai que dans un monde où l'invisible est de plus en plus convoqué, le véritable enjeu, c'est peut-être plus d'avoir de l'intuition, mais de savoir aussi comment l'utiliser, quoi en faire, quoi dire, quand se taire. Et pour animer les débats et les échanges du jour, j'ai la joie d'accueillir Claire Égarmont. Bonjour Claire. Bonjour Sébastien, bonjour à vous toutes et tous. Très heureuse aujourd'hui d'animer cette série thématique sur un sujet qui d'une part me tient personnellement très à cœur et d'autre part je pense revêt une importance essentielle pour tout praticien qui souhaite exercer avec éthique, avec justesse, avec respect. Donc, dans cette série thématique, on va explorer l'alignement des thérapeutes intuitifs, se questionner sur ce sujet. J'ai la joie aujourd'hui pour aborder avec nous cette question d'accueillir trois praticiennes de différentes casquettes, tout à fait différentes. Tout d'abord, Florence Pousset, qui est docteure en neurosciences et accompagnante et créatrice de l'Institut ISE, dont je reparlerai. Anne Picard qui suivra, qui est praticienne en accompagnement chamanique. Et pour finir, Céline Camoun, voyante professionnelle et formatrice également. Florence Pousset, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Claire, ouais, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. On est très heureux de vous accueillir. Vous faites partie de ces praticiens qui ont cette double casquette entre science et conscience. Et ça nous intéresse particulièrement de pouvoir échanger avec des personnes ouvertes sur les 2 tableaux. Florence, vous êtes donc docteure en neurosciences, vous avez été chercheuse pour le CNRS, vous vous êtes ouverte à de nombreuses disciplines et vous avez donc créé l'ISE, l'Institut, que je ne me trompe pas, des sciences de l'éveil de l'être, dans lequel vous formez des accompagnants à cette approche intégrale de l'accompagnement multidimensionnel de l'être humain. Florence, je voulais vous questionner d'emblée, sur, le fait que vous parlez dans vos conférences
du fait que nous sommes en train de changer de paradigme et de passer de cette vision de l'homme mécanique vers celle de l'humain multidimensionnel et que pour accompagner ce changement, il y a besoin de nouveaux accompagnants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre vision des nouveaux accompagnants de notre époque? Alors, un nouvel accompagnant, ça va être une personne qui va prendre, s'occuper de la personne dans son intégralité, qui a une vision holistique de l'être humain. C'est-à-dire que nous avons un corps physique, matière, palpable, mais nous avons d'autres corps, le corps émotionnel, le corps mental, qui sont des fréquences, des vibrations qui ne sont pas accessibles, à l'œil nu. Mais l'idée, c'est d'accompagner autrement, c'est de se sensibiliser au monde énergétique et vibratoire et à la vibration qui est dégagée par un être humain, sachant que la signature vibratoire d'une personne est la résultante de l'état de son corps physique, bien entendu, comment il est nourri, comment il est, alimenté, quel type d'eau il boit, quel est l'environnement dans lequel il évolue, mais aussi quelle est la qualité de ses émotions et la qualité de ses pensées. Et l'ensemble constitue la signature vibratoire d'un être humain. C'est pour ça que le changement de paradigme, c'est de passer de cet homme biologique matière, dont s'occupe très bien notre médecine conventionnelle, vers cet être humain énergétique et vibratoire et qui va, exiger de notre part, de le prendre en considération dans sa globalité vibratoire. Mmh. Très intéressant et vous insistez dans vos partages sur le fait que dans ce contexte-là, pour le nouvel accompagnant d'aujourd'hui, c'est essentiel de ressentir et pas seulement d'analyser. Oui, aujourd'hui, je pense que toute notre société est basée sur notre mental, sur l'intelligence, cognitive, mais il y a d'autres intelligences, en particulier l'intelligence du cœur, cette l'intelligence, aussi énergétique et il est temps aujourd'hui d'apaiser un peu notre mental, de cesser de réfléchir et d'être toute notre la journée dans notre tête et de redescendre dans la matière et de revenir à l'écoute de notre corps parce que notre corps, c'est notre plus bel outil donc d'éveil et c'est notre meilleur guide. Donc quand on veut percevoir une personne ou la comprendre, évidemment, il y a l'échange verbal, mais il y a tout ce que l'on va ressentir de ce que la personne dégage et donc ça exige du praticien de demain et bien, de développer cette écoute, autrement. Mmh. Et pour vous, parmi les différentes clés, de ce nouveau type d'accompagnement, l'intuition figure parmi ces clés, essentielles. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? De quoi s'agit-il vraiment? Est-ce que c'est une capacité dont chacun de nous peut jouir? Alors, je vais recaler l'intuition, ça fait partie de nos capacités extrasensorielles. C'est-à-dire que nous avons un corps physique avec les organes des sens, le goût, l'odorat, le toucher, la vue, l'ouïe et si on prend en considération notre corps énergétique et vibratoire, eh bien, il a lui aussi, heu, des organes des sens que l'on appelle aujourd'hui nos capacités extrasensorielles, dont fait partie l'intuition. Donc l'intuition, je vais dire, c'est une façon de capter l'information, complètement différente. L'information ne va pas passer par notre cerveau, mais elle va être avant tout, réceptionnée par notre corps vibratoire et passer par notre corps avant de monter au cerveau où c'est lui qui va décoder cette information. Parce que l'énergie, c'est de l'information, donc on ressent une énergie, le corps capte l'information et c'est le cerveau qui va agir comme un décodeur et qui va nous donner l'information que je vais pouvoir traduire avec des mots, par exemple. Et pour ma part, donc l'intuition et les capacités extrasensorielles, ce sont des capacités qui sont inhérentes à l'être humain. C'est-à-dire, vous êtes humain, vous avez tout cela à l'intérieur de vous. La difficulté, c'est que nous n'avons pas appris à nous en servir, nous n'avons pas appris, le fait que ça existait déjà, à s'en servir et je pense que nous sommes dans ce changement de paradigme où nous sommes en train de redécouvrir et de se réapproprier ces capacités de l'être humain, elles sont pas nouvelles, elles sont juste, endormies à l'intérieur de nous. Mmh. Et quelles sont les conditions pour qu'elles émergent ou pour que cette intuition, en tout cas, émerge?
À mon sens, ça exige, plusieurs, qualités, c'est-à-dire, heu, d'être apaisé à l'intérieur de soi. C'est de trouver un alignement intérieur dans lequel je vais avoir une cohérence et une fluidité entre mes pensées, mon verbe, mes émotions et finalement les actions que je pose. Alors cet alignement, c'est pas toujours facile parce que, eh bien, on est, submergé par des pensées, des informations qui viennent de notre extérieur et Dieu sait si elles sont nombreuses et plutôt négatives, ce qui va engendrer une certaine façon de parler, qui va engendrer un certain type d'émotion. Donc le praticien, pour pouvoir développer cette intuition, c'est de trouver cet alignement intérieur. Mais pour cela, c'est aussi d'avoir commencé à nettoyer son intérieur, c'est-à-dire à commencer à se détoxifier. Alors physiquement, bien sûr, par l'alimentation et l'eau, mais c'est aussi avoir explorer, être allé à la rencontre de soi-même, à la rencontre de ses ombres pour les transformer en lumière. C'est-à-dire, c'est revisiter, nos traumas, pour pouvoir les transformer et en faire une force. Parce que on dit toujours que nos plus grands traumatismes sont aussi notre excellence. Lorsqu'on on arrive à les revisiter et à les transformer, eh bien, ça va être une énergie que l'on remet à notre disposition. Donc à mon sens, ça exige, un nettoyage intérieur pour qu'ensuite on puisse vraiment, trouver cette cohérence intérieure et quand j'ai cette cohérence, eh bien, déjà à l'intérieur de moi, je vais aussi avoir cette cohérence avec l'extérieur, c'est-à-dire être bien connecté à la terre, donc bien ancré et à la fois, connecté, on va dire, à plus grand que soi et au cosmos et parce que l'être humain il a la les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Donc c'est l'intermédiaire entre la terre et le ciel et en anglais, vous savez qu'intermédiaire, ça veut dire médium et un médium, c'est quelqu'un qui a des capacités hautes et donc c'est ce que nous sommes en train de redécouvrir petit à petit. Mmh. Très intéressant et donc pour vous, le bon développement de nos capacités intuitives, il va vraiment de pair avec un travail sur soi, en quelque sorte et c'est ce à quoi également vous invitez également vos élèves dans votre institut, si j'ai bien compris? Un Alors chemin de travail sur soi. Alors, ce chemin de travail sur soi, c'est le premier step parce que lorsque l'on va accompagner quelqu'un et pour éviter de entrer en résonance avec ses problématiques, il est quand même important d'avoir fait un minimum de travail intérieur, d'être allé à la rencontre de soi. Ensuite, heu, plus on va dire notre véhicule dans toutes ses composantes physiques, émotionnelles, mentales et énergétiques est propre, clair, plus je vais être à même de réceptionner l'information. Donc l'intuition, parce que l'intuition, c'est une information qui va ne pas passer directement par le mental parce qu'elle est captée, comme je le disais tout à l'heure, par notre champ d'énergie. Oui. Mmh et donc plus il va y avoir cette tranquillité, ce calme, cet espace à l'intérieur, plus je vais pouvoir capter cette intuition, en tout cas de manière peut-être de plus en plus juste et j'imagine que c'est un chemin, un travail sans cesse renouvelé et pas on ne l'acquiert pas une fois pour toutes, mais c'est peut-être un alignement sur lequel être attentif à chaque étape de notre vie, de notre chemin d'accompagnant. C'est pas comme si on l'obtenait et Alors, c'était, mmh, il y a des personnes qui naissent avec ces capacités et qui les développent très rapidement quand elles sont jeunes. Malheureusement, quand on est jeune, on ne sait pas toujours quoi en faire, on ne sait pas réellement ce que c'est et suivant le milieu familial dans lequel elles sont accueillies, eh bien, elles vont pouvoir, intégrer et développer ces capacités. Si on les a pas à la naissance, enfin, je veux dire, si elles sont pas réveillées dès notre jeune âge, ça va être un réel chemin évolutif intérieur pour les réveiller à nouveau. Mais mmh, c'est à la portée de tout le monde parce que c'est dans notre nature profonde. oui. Alors c'est vrai qu'on connaît de plus en plus de praticiens qui s'ouvrent à ces capacités intuitives, qui travaillent avec leurs intuitions, que ce soit, des médiums, des énergéticiens, même des ostéopathes, des masseurs, qui peuvent comme ça recevoir et se découvrir eux-mêmes comme étant, récepteurs de plus en plus d'informations. Comment être certain de la justesse de ce qu'on reçoit? Est-ce que vous avez des clés à offrir aux praticiens qui nous écoutent ou sur lesquels aussi vous basez vos enseignements?
Alors effectivement, c'est un point extrêmement important parce que de plus en plus de personnes se qualifient de médiums ou communiquent avec le monde de l'invisible, que ce soit dans la communication animale, que ce soit dans la communication avec les défunts, que ce soit dans la communication avec, des êtres, de l'invisible, des êtres de lumière. Et justement, la question clé, c'est à qui je me connecte? Qui m'envoie le message? Et c'est ça la difficulté aujourd'hui. Alors j'aurais tendance à dire que la clé pour moi, mais c'est ma vision des choses, c'est moi juste Mmh. mon opinion, c'est que plus je suis alignée entre terre et ciel et plus je vais me connecter à plus grand que moi et pour moi, il n'y a qu'un seul canal et que tout ce que je peux percevoir par que ce soit le monde des défunts ou autre, je c'est ça veut dire les personnes qui pratiquent ça, ça va leur demander beaucoup d'éthique et d'intégrité pour poser toutes les questions qui vont leur permettre de vérifier qu'ils se connectent à la bonne personne. Donc pour moi, dans ma vision du chemin, c'est d'abord se faire ce chemin intérieur, avant de pouvoir s'occuper de quelqu'un et de chercher cette connexion avec plus grand que soi. Donc on pourrait l'appeler, Dieu, Marie, la source, Bouddha, vous mettez le nom que vous voulez, mais dans cet alignement, on va dire de lumière parce que comme le disent les traditions du monde entier, nous sommes des êtres de lumière et sans la lumière, nous n'existons pas. Donc ces êtres de lumière, il y en a on entend beaucoup en ce moment, on parle de la source par exemple ou du soleil central et cetera. En tout cas, c'est de rester dans cet alignement vertical plutôt que horizontal avec des êtres de l'invisible qui sont dans un espace, temps, on va dire, parallèle au nôtre, on pourrait dire. Mais pour moi, la verticalité aujourd'hui devient essentielle. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'information que nous percevons, c'est une information au plan horizontal. Nous sommes submergés d'informations. Moi-même, lorsque je prépare des conférences, maintenant, avant, je faisais comme ça. Je lisais beaucoup, je faisais des synthèses et ça me demandait beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je peux plus faire ça parce que je suis submergée par l'information. Donc, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, aller à l'essentiel, ça va être non plus de chercher l'information sur ce plan horizontal, mais c'est de m'aligner et de me mettre en connexion verticale avec plus grand que moi pour recevoir l'information juste dont j'ai besoin. Je vous l'ai dit au début de ce podcast, on a listé plus de 100 pratiques concernées par ce projet Inexploré praticien. Ça concerne notamment 8 grandes catégories de pratiques. Les psychologies et psychothérapies, les approches corporelles, les techniques énergétiques et vibratoires, les pratiques d'harmonisation des lieux, les soins naturels, les langages sacrés, les guidances spirituelles également, mais aussi les thérapies brèves. Alors si vous vous reconnaissez dans nos différentes discussions, mais aussi dans ces catégories de pratiques, pensez à vous engager, à vous abonner et à nous soutenir pour profiter de l'intégralité de nos ressources et de ce podcast notamment. Mais l'idée, c'est aussi de fédérer un écosystème de confiance sur des sujets frontières. Alors on compte sur vous. Alors nous nous retrouvons avec joie pour, poursuivre cette série thématique sur le thème de l'alignement des thérapeutes intuitifs. Comment rester éthique et aligné quand on est thérapeute intuitif? Pour poursuivre cette exploration, j'ai la joie d'accueillir avec nous Anne Picard. Bonjour Anne. Bonjour Claire. Anne, tu es une ancienne pharmacienne, tu as exercé pendant une vingtaine d'années ce métier avant de t'ouvrir à d'autres dimensions de notre être, de l'existence. Tu as découvert les pratiques chamaniques qui ont été pour toi une sorte de révélation, de sens et de découverte de ta propre médecine. Tu as étudié et travaillé pendant 7 ans aux côtés de Liliane van der Velde avant de créer ton propre art et ta propre manière d'œuvrer dans ces mondes-là. Aujourd'hui, tu donnes des accompagnements autant en individuel qu'en groupe. Et voilà, tu fais partie, Anne, de ces personnes qui voyagent dans les mondes subtils, qui ramènent de l'énergie, des informations, de l'aide de ces plans-là. Et tu le fais avec un très grand calme, une grande sagesse, si j'ose dire, qui m'a donné l'envie, de t'inviter, à partager ton expérience et tes regards sur ce sujet. Merci beaucoup d'être avec nous, Anne. Merci.
Anne, est-ce que tu peux nous dire, d'emblée pour commencer, qu'est-ce que c'est selon toi un bon alignement? Quelles seraient les bases, les fondamentaux du bon alignement d'un thérapeute intuitif? Alors pour moi, hein, donc dans cet accompagnement que je propose, il y a 3 points, vraiment fondamentaux. C'est l'assise, l'ancrage de l'accompagnant. C'est, la posture de témoin, hein, et le troisième point concerne aussi la personne qui s'engage dans la séance, c'est-à-dire, elle s'engage pour une intention. Et elle s'engage, hein. Il y a vraiment une implication de la personne. S'il y a pas d'implication, il y a pas l'élan, nécessaire, hein. Donc c'est les 3 points, qui sont vraiment très importants. Donc Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ouais. sur cette assise du praticien qui, pour toi, est si importante? Qu'est-ce que tu entends par là et comment concrètement, toi, tu la mets en place dans tes séances d'accompagnement? Alors cette mise en place, j'utilise énormément la respiration comme outil, qui nous permet ensemble, c'est-à-dire moi en tant qu'accompagnante et la personne accompagnée, de changer de champ. C'est-à-dire qu'on va quitter ce monde avec son agitation, qu'elle soit mentale, émotionnelle ou autre, enfin l'agitation du monde, et à l'aide du souffle, on va comme, descendre dans un autre socle, et on sort un peu du champ de la vie pour aller dans un autre socle. J'aime bien, inviter, grand-mère terre avec qui je suis très liée. Grand-mère terre pour moi, c'est cette énergie d'amour qui accueille chaque âme dans son incarnation, et donc j'aime bien l'inviter, à nous attendre dans son sanctuaire. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans une autre dimension ensemble, moi et la personne avec qui je suis, de manière à retrouver cet, espace sécure, aimant, qui permet vraiment de se déposer pleinement et de trouver cet enracinement dans le vivant, dans l'amour du vivant, et dans cet espace vraiment que j'appelle un sanctuaire, hein, cet espace sacré. Une fois qu'on est là, moi et la personne, on est vraiment dans un socle bien ancré. Ça implique aussi un cadre, sécure pour moi, hein, puisque je parle en tant qu'accompagnante, c'est-à-dire que je suis dans un espace qui est calé, qui est bordé, j'ai plein de petits outils tout autour et heu, d'accompagnants aussi, de petits esprits, et c'est important que moi-même je sois dans cette assise-là pour pouvoir accueillir aussi l'autre personne dans ce sanctuaire-là, et à ce moment-là, on peut commencer à envisager autre chose. Mmh. Et cette assise pour toi, elle est vraiment en lien avec la capacité à recevoir de l'énergie, de l'information, des plans subtils? Plus tu vas descendre dans cet espace, plus tu t'assois, plus tu sens que l'intuition peut venir ou en tout cas qu'elle peut venir aussi de manière juste ou comment tu vois ça, le lien entre cet espace, en bas, on pourrait dire, et Mmh. une information qui viendrait plus des plans subtils? Bah, disons qu'on se met hors du quotidien. Donc on est déjà dans un autre champ. On est déjà dans un autre champ, dans un autre espace où il y a beaucoup de choses qui peuvent, se mettre à la porte, à l'extérieur. C'est-à-dire on enlève l'agitation, les brumes, les doutes, les émotions débordantes, et on arrive vraiment dans un endroit plus neutre, plus, clair. Et ça nous permet vraiment c'est un petit peu comme quand on est fatigué, que on soupire et on pose vraiment son corps dans son assise. Ben là, c'est la même chose, mais à un niveau un peu plus, profond, un peu plus subtil de l'être. Et donc moi, en y allant, j'amène la personne aussi, je l'invite à m'accompagner pour qu'elle aussi, elle soit dans cet espace de sécurité, d'ancrage, et que beaucoup de choses puissent se déposer de fait.
Très intéressant. Quelque part, cet ancrage dans la sécurité permet aussi justement de s'ouvrir en sécurité à ce qui peut, venir se montrer ou nous rejoindre ou j'imagine toutes sortes de choses qui peuvent advenir dans la séance. Exactement. Et alors tu nous disais, Anne, que le second point pour toi fondamental dans cet alignement d'un thérapeute intuitif en chamanisme, mais aussi dans toutes sortes d'autres, formes d'accompagnement, c'est la posture de témoin. Est-ce que Oui, tu peux m'en dire un peu plus? oui. La posture de témoin est très importante parce que, je suis au service du vivant, mais ce n'est pas moi qui interfère. C'est-à-dire que je me mets comme dans une interface entre la personne, ses champs et les autres champs et autres, énergies, on va dire, pour les faire interférer. Je fais un petit peu le lien entre les 2 et moi je regarde. C'est-à-dire je regarde en étant, positionnée dans l'attention de ce qui se passe. Ça permet aux choses de se mettre en mouvement, ça permet d'accueillir en conscience les énergies qui veulent venir, ça permet de regarder sans être impliqué dans ce qui se passe chez la personne aussi, hein, dans ce qu'elle porte. Et donc, c'est vraiment important d'être à cette distance, à cette juste distance en étant témoin et ne pas avoir le nez dedans et être emporté dans ce qui se passe aussi. Et ça permet aussi de ne pas laisser interférer mes propres champs à moi, parce que je suis aussi une humaine comme tout le monde avec tous ces, toutes ces torsions, distorsions et autres. Et donc, c'est vraiment de sortir, c'est aussi ça, cette assise, cet ancrage, c'est vraiment de sortir, de laisser qui je suis, prendre cette position ancrée de témoin et je ne fais que regarder et traduire. En fait, la capacité la plus importante serait d'être, bien assise et de pouvoir traduire ce qui se passe. Traduire avec les justes mots. Parce que parfois, c'est pas évident de traduire, des énergies ou, et donc de pouvoir traduire pour que ce qui se passe là, dans ces champs invisibles et inconscients, puisse être entendu à un endroit plus présent, ici, à la matière. L'objectif étant que tout ce qui se passe dans l'invisible infuse jusque dans la matière et améliore le quotidien de la personne. Tout à fait. Très bien et donc cette posture de témoin, tu disais que ça le permet aussi d'éviter que nos propres champs interfèrent. Comment toi tu les repères quand tout à coup tu as peut-être tes propres schémas de croyances ou expériences personnelles qui semblent comme ça venir, interférer avec ce qui se joue là pour, la personne que tu accompagnes? Alors quand c'est comme ça, s'il y a une interférence, en fait, je sens que c'est comme si, hop, je repars dans ma propre histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça vient toucher un endroit qui m'est connu à moi aussi et de ce fait, je j'ai comme, une perte d'attention, un tout petit peu. Donc là, je sais que ça me touche. Donc à ce moment-là, je reprends tout de suite pour pouvoir me mettre à distance. Et il faut savoir que quoi qu'on fasse, quel que soit le soin, qui est partagé avec la personne, on participe aussi, on reçoit aussi. Donc forcément, tout ce qui vient nous traverse aussi. Donc on est dans le même bateau, on est dans le même, navire où on reçoit les mêmes informations. Donc c'est en fait, c'est là l'apprentissage de l'expérience, de pouvoir toujours, hop, revenir, reculer et garder cette position de témoin. Cette posture-là pour, au mieux, traduire ce qui se passe et ne pas interférer, ne pas interpréter aussi, surtout. Oui. Alors qu'on sait que par souvent, la vie va nous amener des personnes qui peut-être traversent les mêmes défis, les mêmes difficultés ou ont certains sujets qui vont justement résonner avec nous au moment présent. Donc là, il y a une nécessité et un défi d'alignement encore plus grand dans, ne pas se laisser, voilà, troubler par ce qui peut interférer. Mmh. C'est important quand il y a quelque chose qui interfère, de le regarder aussi puisque, on est au service du vivant en tant qu'accompagnant, quel que soit enfin, pour moi, hein, dans mon point de vue, quelle que soit la méthode, les pratiques et forcément, ce qui vient nous rencontrer vient œuvrer aussi pour nous. Donc c'est toujours un échange, c'est un échange, je donne de mon
de ma présence ou de mon attention, pour pouvoir traduire et accompagner et en échange de tout ce qu'on traverse m'est bénéfique aussi à moi d'une façon ou d'une autre, que ce soit personnellement ou que ce soit pour nourrir mes pratiques à moi. Mmh. Et ça veut dire que parfois, tu peux toi-même remarquer que là, tiens, tu es dans un schéma qui interfère. Quelque part, tu es sorti un peu de ton alignement et parce que tu le vois, parce que tu en as conscience, tu te ramènes dans l'alignement pendant même que la séance se vit. Là, Tout c'est à quelque fait chose que et en tu es en fait mmh. pardon. Et en fait, c'est toute l'expérience et ça a été, mon vécu de toutes, les expériences au fur et à mesure de voir ça, de revenir, de le voir, de revenir et petit à petit de trouver, vraiment cet ancrage, profond qui permet d'être moins bousculé et de pouvoir le regarder du coin de l'œil, mais sans pouvoir changer de posture. Mmh. Très bien. Et alors tu me disais tout à l'heure, tu nous disais que un troisième point fondamental, c'est celui de l'intention. Ça m'interpelle parce que j'aurais pas forcément pensé à prime abord, qu'on viendrait à parler de l'intention sur ce sujet de l'alignement. Et pour toi, pourtant, cette intention justement, elle est fondamentale dans, comment la séance qui va se vivre va rester alignée. L'intention, c'est, l'élan, qui va donner le fil conducteur de la séance. C'est, je prends souvent cet exemple qui est très, matériel, mais si on a un très beau GPS et qu'on lui met aucune donnée à l'intérieur, on ne va nulle part, voire on se perd en tournant. Donc c'est un petit peu de la donnée, qu'on met dans le GPS, c'est-à-dire on donne ce but, cet objectif, ce souhait, ce vœu aux esprits, au grand tout, à la trame du vivant, de manière à ce que tout converge pour nous accompagner dans ce chemin-là. Donc s'il y a pas d'intention, on flotte, et là, voilà, on se perd, en fait, quelque part, hein. Ça n'a pas de sens, hein, donc c'est vraiment important et c'est aussi important parce que l'intention, on va la définir ensemble avec la personne. C'est-à-dire bon, elle a un élan pour venir, mais c'est pas toujours très clair. Donc on va prendre le temps de clarifier cette intention pour que la personne aussi, elle s'implique. Si elle n'est pas impliquée, on n'ira pas on va buter et ça va pas aboutir à quelque chose, de concret. C'est vraiment important que la personne s'implique et c'est aussi un petit nota bene, c'est pour ça aussi que je ne prends pas des personnes qui sont envoyées par quelqu'un, mais qui ont pas trop envie de venir. Il faut vraiment que la personne s'implique et ça, c'est important parce que ça va vraiment border, canaliser tout le champ d'action. Alors, on se retrouve pour le troisième et dernier volet de cette série thématique consacrée au thème de l'alignement des thérapeutes intuitifs. Comment pratiquer avec éthique et alignement quand on est thérapeute intuitif. Et pour ce dernier volet, on est très heureux d'accueillir Céline Camoun, qui est voyante professionnelle, formatrice sur les thématiques justement du développement de l'intuition et des arts divinatoires et auteure également. Et Céline, merci beaucoup d'être avec nous. Bah, je suis ravie d'être, là avec vous et sur une thématique aussi intéressante, que ce rapport aux praticiens en fait, parce qu'il y a pas souvent de milieu d'échange pour, échanger sur la pratique et c'est fondamental. Bah, merci beaucoup d'accueillir si bien notre proposition. Céline, vous avez commencé votre carrière en droit des affaires et vous avez fait le pari d'exercer la voyance à temps plein, chose que vous êtes une des rares à réaliser aujourd'hui. Vous donnez des centaines d'accompagnements, autant pour des individuels que pour des entreprises. En 2 mots, comment s'est passé le développement de votre propre intuition? Est-ce que c'était inné ou est-ce que vous avez été formée? Alors pour moi, c'est à la fois de l'inné et c'est à la fois de l'acquis. Alors, il y a l'inné qui, heu, va être commun à différentes personnes, même les non praticiens, c'est-à-dire des intuitions qu'on a dans le quotidien. On commence toujours notre approche, par ça, avec, ce qui éveille notre curiosité. Mais, assez tôt, j'ai eu quand même envie l'espoir d'en faire mon métier, même si à l'époque, je ne savais pas si c'était réalisable ou pas. Il faut se dire que c'était une époque où il y avait quand même pas internet, donc la connexion, elle était différente dans tous les sens du terme.
Et donc moi j'étais, quand j'ai commencé à me dire que vraiment je voulais faire ça, j'étais en droit et donc j'étais en université avec un enseignement et j'ai eu, envie de me former. Donc la première étape, c'est les livres, comme tout le monde. Enfin, on achète des livres, c'est le plus facile, on est seul et puis, une fois que j'ai développé ça et pratiqué sur des heureux cobayes, hein, des amis, régulièrement, j'ai eu envie de faire des stages avec, des professionnels, soit de l'intuition, soit de la cartomancie, parce que c'est un passage obligé pour pouvoir avoir, de la structure et aussi on a une part de fantasme souvent dans ce métier, donc pour se confronter à la réalité du métier. Et oui, tout à fait. Et alors, vous me disiez, hors antenne, que si vous aviez commencé plus tôt, vous auriez certainement échoué car vous n'aviez pas la maturité. Est-ce que pour vous, cette question de maturité, est essentielle pour pouvoir assurer dans ce métier et savoir comment utiliser au mieux son intuition? Oui, parce que quand on pense, à la voyance ou à la cartomancie, bien évidemment, on est centré sur la capacité ou le don, peu importe, l'étymologie. Or, cette capacité intuitive, même si on est très bon, c'est un seul élément du métier et ça, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire que c'est un métier qui a un écosystème et c'est dû au fait que c'est pas enseigné parce que quand, j'apprends le droit, il y a une déontologie, il y a une rhétorique, il y a un périmètre. Par exemple, on ne donne pas une réponse à une question sans qualifier des faits, voilà et donc moi, j'aimais la voyance depuis, un très jeune âge, mais j'étais un peu candide et un peu, pas très mature, il faut le dire. J'étais sympathique, mais un peu, voilà, un peu candide et ma première étape, ça a été de faire une formation en sophrologie qui ne m'a pas donné envie, de faire de la sophrologie, mais qui m'a donné beaucoup, d'informations sur la relation au client, sur, la conduite de l'entretien, sur l'anamnèse et cetera et donc les capacités ne suffisent pas. Si à côté de ça, on n'a pas la maturité de se dire: «Attention, on est dans un métier de relation d'aide, qu'on le veuille ou non, dans la voyance». S et si on n'est pas suffisamment mature, bah, on ne peut pas exercer correctement, ce n'est pas vrai. Mmh. Ça me semble pas Et alors possible et ça, i mmh. voilà, il faut aller chercher, des quand même, des repères, méthodologiques, déontologiques, et aussi de juste, distance, hein, avec les gens pour pouvoir exercer correctement. Mmh. Et alors pour vous, quels sont justement les points clés de votre déontologie qui permettent aussi peut-être de ne pas rentrer dans une relation, de pouvoir? J'imagine que ce serait assez vite arrivé aussi d'être dans un certain abus de faiblesse quand on a des dons, médiumniques, quand on est dans cette place de voyante et que les personnes s'en remettent à nous pour chercher, des éclairages. Quels sont les points clés de votre propre Alors ça déontologie? ça, c'est dû aussi au fait que la société classe l'intuition dans les facultés extraordinaires, voilà, alors que moi, je pense pas du tout. Pour moi, c'est une faculté complètement ordinaire, enfin, je me trouve très banale, hein, voilà. Et donc et quand j'ai commencé à approcher le métier, c'est ça que je recevais, genre, il y a des gens qui ont des dons, genre les élus et les autres et donc là, le rapport de dépendance ou d'abus de pouvoir ou de faiblesse, il est facile. Moi déjà, je trouve ça, enfin, j'ai une intuition comme je bois du café, enfin, moi je trouve ça très naturel et après, moi, j'ai défini déjà un périmètre, c'est-à-dire la voyance, elle va de où à où. On peut travailler sur des problématiques d'interrogation, hem, de changement de vie, de gestion sentimentale, d'achat d'appartement, de choses comme ça. Si la personne, elle a vraiment, un rapport douloureux à sa vie qui nécessite un travail de long terme, bah, c'est peut-être de la psychologie. Si la personne, elle est vraiment très déconnectée de la réalité, ça sera peut-être de la psychiatrie. Si la personne, en fait, elle est peut-être tout simplement très fatiguée, il lui faut peut-être du repos et une prise en charge. Enfin, c'est très important de se dire: «Quel est mon périmètre d'action?» et honnêtement, autant pour le client que je reçois que pour moi, en fait, parce que moi, j'ai besoin d'avoir du plaisir dans ma pratique, hein, c'est un peu égoïste. Donc ça, c'était le 1 chose et moi, la dépendance, c'était quelque chose qui me faisait très, très peur et c'est pour ça que j'ai retardé, en fait, j'ai retardé de plusieurs années et notamment pour contrer ça, en dehors des limites très claires, je ne prends pas de décision pour les gens. Je leur dis que j'utilise l'humour, je leur dis: «Je prends des décisions pour ma vie, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça.
On leur donne des informations qu'ils n'auraient pas obtenues par la logique, donc c'est très intéressant. On peut aussi avoir un panorama et puis, l'intuition, c'est parfois aussi un miroir de vérité. La personne, elle vous dit: «J'ai un problème à cause de ça» et la session vous dit: «Bah non, c'est plutôt ci». Voilà. Mais on ne prend pas de décision et je vais vous dire, si les gens, à l'issue de la séance, ne sont pas dans la proactivité, beh, quand ils me recontactent, 1 mois ou 2 mois après, même si moi j'oublie toutes mes séances, je vais redire la même chose. Donc c'est inintéressant pour eux, ils ont perdu du temps et de l'argent et moi aussi. Donc heu, dans ma façon aussi de communiquer avec mes clients, je suis un peu rude, mais je suis très dans l'action, dans la proaction parce que j'ai envie que les gens deviennent libres et autonomes et même si après ils me consultent plus parce qu'ils n'ont plus besoin de moi, je trouve que j'aurais quand même atteint mon objectif et que ça serait réussi. Mmh. Est-ce qu'il y a des sujets que vous vous refusez d'aborder? Oui, bien évidemment. Alors des sujets ou des postures aussi, hein. Alors les sujets, bien évidemment, la mort, bon parce que voilà, une intuition, elle est pas forcément fiable, c'est pas les choses dures comme ça, c'est pas des thématiques qui m'intéressent. La santé évidemment, voilà, sauf si c'est vraiment un truc très léger, mais la santé, c'est chez le médecin. Et puis parfois, c'est pas la thématique, mais c'est la posture. Si une personne a une posture moi, il y avait une dame, elle m'a dit: «Quand est-ce que mon mari va mourir?» quoi, enfin des choses comme ça. Moi, je réponds pas à ces questions-là. Ou par exemple, si des gens ont une posture très obsessionnelle sur quelqu'un d'autre, bah, c'est pas très intéressant à travailler comme sujet parce que le sujet, pour le coup, ça serait plus qu'elle travaille avec un thérapeute pour qu'elle se ressente sur elle, qu'elle reprenne du pouvoir dans sa vie, que d'utiliser une session pour critiquer, Michel ou Bernadette, quoi. Enfin, donc je Mmh. fais très attention à est-ce que des fois, moi, je reformule les questions parce que si la tournure par exemple, si quelqu'un me dit c'est pas un sujet que j'évite, mais je me suis séparée d'avec mon ex, je veux absolument est-ce qu'il va revenir? La vraie question déjà, c'est pas est-ce qu'il va revenir, c'est est-ce que c'est intéressant pour cette personne qu'il revienne? Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que je veux, c'est que la personne soit heureuse. Donc il y a soit des thématiques que je n'aborde pas, soit, des angles que je redessine un peu pour que, la session soit le plus profitable et ça, c'est vraiment changer les questions et être très vigilante sur les questions. C'est quelque chose que j'ai appris en faisant des stages avec des professionnels. Toute seule, j'avais pas eu la présence d'esprit. Mmh. Très intéressant et on voit que vous êtes très clair sur où est effectivement votre périmètre et où est-ce qu'au contraire vous allez plutôt renvoyer les personnes vers un autre praticien, un autre professionnel et ça, c'est quelque chose qui nous tient aussi très à cœur dans le réseau Inexploré Praticiens que quelque part chacun sache rester à sa place, mais aussi s'appuyer sur les complémentarités des autres pratiques et disciplines. Et alors vous disiez tout à l'heure, une intuition n'est pas toujours fiable. Justement, est-ce que vous n'êtes pas toujours sûr, même vous, une grande voyante reconnue, vous n'êtes pas toujours sûr à 100 de la justesse de vos intuitions? Alors non, et ça, c'est dû, à la mécanique même de l'intuition. Déjà, dans l'intuition, il y a 2 aspects. Il y a le fait de capter une information, il y a le fait de l'interpréter. Mmh. Donc ces 2 étapes complexes, pour ne pas dire, casse-gueule grossièrement parlant, et donc et puis on est aussi des humains quoi, avant tout. Donc si vous voulez, parfois, est-ce que parfois, c'est vraiment une intuition ou est-ce que je fais une projection? On évite ça, hein, en ayant une bonne hygiène de vie, mais ça arrive aussi. La seule façon d'être sûr qu'une intuition est bonne, c'est le feedback et le feedback, des fois, il est immédiat parce que vous avez la réponse tout de suite, vous avez 2 enfants, bah, la personne, elle vous dit: «Oui», mais des fois, le feedback, il est décalé dans le temps. Donc quand je délivre mon information, je dis: «Attention, je peux me tromper, n'hésitez pas à vérifier pour infirmer, confirmer» et je pense que c'est aussi important de laisser l'espace au client de vous dire: «Vous êtes trompé». Mmh. Parce que c'est important pour lui, pour qu'il se sente en sécurité dans cette relation qu'on tisse et puis c'est important pour nous aussi parce que là, c'est un domaine qui est pas très palpable, hein, c'est compliqué, c'est pas vraiment A plus B et donc il est important aussi que les praticiens, ils vont avoir un rapport à leur intuition qui est aussi très personnel et c'est quand les personnes vous disent que vous êtes trompé, que vous vous rendez compte en fait d'erreurs que vous faites et puis parfois, vous avez interprété un symbole dans un sens et c'est
pas l'info qui était fausse, mais c'était l'interprétation et ça nous permet de nous réajuster, quoi. Donc vous donnez vraiment ce conseil-là de travailler avec le feedback justement pour s'assurer, pour avoir le retour et avancer peut-être progressivement dans les informations que vous pouvez délivrer. Mmh. Oui, mais et même parfois au début, je m'autorisais pas quand j'avais des intuitions qui me semblaient absurdes par rapport au contexte, je me censurais et après j'ai appris, par exemple, je sais pas, une dame qui travaillait, en tribunal, elle voulait passer, le concours de greffière et cetera. Enfin bon, elle avait un parcours juridique qui, moi, m'était familier et moi, je la vois travailler en formation. Pas du tout dans un tribunal et cetera. Et il y a quelques années, j'aurais rien dit et là, je dis: «Beh, écoutez, préparez vos examens, impliquez-vous, mais c'est bizarre, moi, je vous vois travailler en formation. Alors, est-ce que vous pouvez le noter? Quitte à me dire plus tard: "Céline, c'était sympa cette consultation, mais vous êtes trompée là-dessus"». Et puis, 2 mois après, elle me dit que finalement, elle a plus envie de faire son concours et qu'elle travaille, dans un service de RH, dans le service formation. Mmh. Donc ça va dans les 2 sens, en fait, vis-à-vis de nous et vis-à-vis du client. Oui. Et est-ce que votre état intérieur influence votre manière de recevoir et peut-être d'interpréter justement l'information et comment vous gérez ça? Mais J'imagine que vous n'êtes c'est pas tellement toujours dans le même état intérieur chaque jour et chaque mois de l'année. Alors comment vous pouvez le gérer? Ça, c'est une partie qui est très difficile et pareil, qui est pas du tout discutée, en fait, entre personnes de ce métier-là, on va dire de la spiritualité, je vais mettre un peu tout le monde dans le même sac. Moi, je pars du principe que quand ce métier était accepté socialement dans la Rome antique ou dans la Grèce antique, les gens qui pratiquaient la divination ne faisaient que ça. Ils étaient pas charpentiers voyants. Vous voyez ce que je veux dire? I Et pourquoi ils faisaient ça? Pour moi, l'explication, c'est que il faut à partir du moment où on se met dans cette profession qui est exigeante, il faut une hygiène de vie, corps et esprit draconienne. C'est Ça veut dire faire des thérapies, peut-être avoir un thérapeute qui vous supervise parce que quand vous êtes thérapeute, vous avez un superviseur en voyance, il se passe rien, voilà. Moi, c'est beaucoup la méditation, donc je fais entre une 1/2 heure, parfois 2 heures par jour. Ça peut être vraiment des choses différentes, mais en tous les cas, il faut aussi des exutoires, il faut, des choses pour nous ramener dans la réalité et puis aussi s'autoriser parfois à dire: «Je ferme mon agenda. Là, je prends pas de consultation». Moi, ça m'arrive, rarement, mais ça m'arrive des fois à dire des gens: «On va décaler les rendez-vous parce que je me sens pas bien». Donc pareil, quand je fais mon agenda, je me laisse des journées sans rendez-vous. Parce que, il peut se passer des choses, on a besoin de récupérer et même si les gens des fois, ont envie d'avoir une consultation tout de suite, c'est mon état émotionnel qui prime. Parce que si mon état émotionnel n'est pas stable, je ne serai pas disponible pour l'autre, en fait. Oui. Et donc vous arrivez parfois à l'assumer et à l'affirmer devant certains clients pour leur faire comprendre que c'est tout à leur, bénéfice aussi de décaler plutôt le rendez-vous. Mmh. Oui, bien sûr que c'est mon premier argument, c'est de dire que c'est à leur bénéfice et puis le deuxième, c'est de dire que je suis un être humain. Parce que quand on est dans «l'extraordinaire» entre guillemets, il y a des fois ce truc où je vois bien quand je fais de l'événementiel et que, après la séance, bon moi au bout de 5 minutes, j'oublie tout ce que j'ai dit aux gens, hein, vraiment et quand les gens me parlent, ils ont l'impression que quand je les regarde, je vois toute leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que pas du tout. Mmh. Et moi, je suis un être humain avec, voilà, mes facilités, mes difficultés et je pense que c'est important, puis que ça met les gens aussi peut-être plus à l'aise. S'ils se disent que vous êtes un être humain comme eux, on est quand même moins dans un rapport, de force ou de domination aussi, quoi. Et oui, ça fait aussi partie de cet alignement de devoir gérer quelque part la projection que les personnes peuvent, avoir sur vous-même, j'imagine. Pour vous, ça a été Mmh. challengeant dans votre propre parcours? Oui, c'est pour ça qu'avant de me lancer en voyance, en fait, j'ai fait une thérapie de fond et j'ai fait une thérapie et un coaching parce qu'il était hyper important pour moi d'apprendre à poser des limites. Moi, j'étais pas très bonne là-dessus et poser les limites, bah, il faut aller chercher des outils. Juste dire, il faut savoir dire non. Et c'est encore plus dur quand, vous êtes évidemment, quand vous faites ce métier, vous êtes empathique par nature et et les gens parfois vont insister, en fait et vous pouvez très bien, vous laisser, déborder. Moi, j'ai tendance à dire que tout contexte de burn-out a un point commun, c'est le fait de ne pas avoir posé ses limites.
Et là, c'était important. Alors des fois, les gens peuvent me trouver, dure, peut-être désagréable, j'en sais rien, c'est fort probable, hein. Moi, je suis un peu en rigolant, je dis: «Je suis la voyante qui engueule», quoi. Mais c'est la condition sine qua non pour pouvoir travailler sur du long terme et ça, c'est un peu quelque chose qu'on m'avait dit dans cette formation de sophrologie, et moi, j'étais complètement naïve là-dessus de ils ont dit: «Si vous ne posez pas vos limites, si vous ne travaillez pas, avec un thérapeute, vous allez vous épuiser et après vous allez quitter le métier, vous allez être dégoûté». En fait, si on veut de la durabilité et quelque chose de pérenne, bah, il faut penser à tous ces éléments-là. Et oui. Et alors vous disiez tout à l'heure que vous prenez, soin de votre état émotionnel, mais vous me disiez aussi, hors antenne que vous faites particulièrement attention à l'état émotionnel des personnes qui viennent vous consulter. Pourquoi c'est si important pour vous? Est-ce que pour moi, c'est un indicateur? Il y a 2 indicateurs très importants, l'état émotionnel de la personne quand elle entre dans la consultation et l'état émotionnel de la personne quand elle sort de la consultation. N'oubliez pas que vous écoutez seulement une moitié de ce podcast sur les plateformes d'écoute comme YouTube ou Spotify. C'est la partie gratuite des différentes interviews. Mais si vous souhaitez aller plus loin avec nous, écouter l'intégralité de ce podcast et soutenir le projet Inexploré Praticien, allez jeter un coup d'œil à nos objectifs sur notre site, au projet. Et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous, abonnez-vous et profitez de l'intégralité de cette aventure.